Isaac Getz, vous êtes docteur en psychologie. Docteur en psychologie, oui, voilà. Oui. Vous êtes professeur à l'ESCP Paris, vous êtes aussi professeur invité à Stanford aux États-Unis. Votre sujet de prédilection, et c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir aujourd'hui, c'est l'innovation, mais c'est surtout le leadership libérateur. Je pense qu'on l'a assez évoqué ce matin au travers des ateliers. Pour transformer le monde, il faut transformer les individus et transformer les organisations. Donc c'est ce à quoi vous vous êtes intéressés. Vos travaux portent là-dessus. Ils ont fait l'objet notamment d'un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle « Liberté et compagnie ». Vous nous en direz un petit peu plus. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour entendre ce que vous avez compris, retenu de ces entreprises qui appliquent ce leadership libéré, ce management différent, et qui fait que finalement, elles surperforment les autres dans la durée, et que finalement, c'est peut-être ça l'entreprise de demain pour répondre à nos enjeux. Donc je vous passe la parole pour une quarantaine de minutes, suite à quoi il y aura quelques échanges avec la salle, et qui pourront se prolonger après autour du déjeuner. Je profite des derniers réglages pour compléter mon propos. Vos travaux, Isaac Getz, d'aucuns, parce qu'ils sont largement commentés dans la presse économique, d'aucuns les qualifient de révolution bottom-up. Donc voilà, on a très envie d'en savoir plus. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, ravi d'être ici. En Alsace. Alors je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais j'étais élevé moi au Réfort aussi, donc on ne peut le dire qu'en Alsace. Hein. Et en même temps, vous êtes pour moi une capitale européenne, voire peut-être mondiale, vu que l'Europe, ça pèse beaucoup dans l'économie mondiale. Donc je vais vous amener d'un certain nombre de... Ça, c'est pas moi, hein. D'un certain nombre d'entreprises, parmi une cinquantaine que j'ai étudiées dans 4 pays. Alors, je ne vous amène pas en France, hein, même si en France, il y a des entreprises comme ça. Et ce que j'ai remarqué dans toutes ces entreprises-là, que les salariés, ils ressemblent à ces 5 personnes-là que vous voyez. Et pas le jour où ils reçoivent des primes, hein, c'est chaque jour. Chaque jour, ils se lèvent le matin. Et ils sont comme ça, très contents d'aller au travail, où effectivement ils prennent grand plaisir, ils laissent mettre en place leurs idées, leurs initiatives. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai appelé l'entreprise libérée qui vise non seulement effectivement la performance, mais la performance arrive par la liberté de l'initiative et le bonheur de tous. Alors c'est un sujet qu'il ne faut pas en parler parce que ce dont on parle partout dans la presse, c'est le malheur, le mal-être, la frustration, etc. Ce qui est vrai dans la majorité des entreprises que moi j'appelle les entreprises traditionnelles. Mais il y a des entreprises, je répète, et ce n'est pas une utopie, vous allez voir que certaines existent depuis plus de 50 ans. Je vous invite à faire regarder rapidement un clip de moins de 2 minutes d'un film documentaire qui est basé en partie sur mon ouvrage, qui va passer normalement chez Arte de 90 minutes un printemps. Voilà, j'espère que le son sera là et on y va. On m'a dit que je m'éclate dans mon job. Moi, je vous dis, tous les matins, quand je me lève, quand je viens travailler, je prends un agréable plaisir. I have always been against hierarchy and against strict rules. I worked in a normal company, and then I thought always that can't be true, that I have to come at 8 o'clock to work and leave at 4 o'clock. Little by little it came a passion to me. I wanted to show that there is another way to manage a company. They came up with some very simple things. Let's tell the truth. Let's be fair. Let's keep our promises. Let's respect the individual, and let's encourage intellectual curiosity.
Et bonjour Samira, Sébastien. Oui, allô Sébastien? Ça serait pour enregistrer une intervention, s'il vous plaît. On a dit voilà comment vous aimeriez être rémunéré. On a demandé à tout le monde de donner ses idées. Donc cette rémunération, elle a été décidée par l'ensemble des salariés. Bob's style is to say, here are the objectives, you figure out what the solution is. If I've got the right people, then they're going to make the right decision. It's good. I mean, it's all about respect. You give respect to others and they give you respect back. Alors avant, on avait un directeur d'usine, on avait un chef du personnel, on avait des contremaîtres et des chefs de ligne. Quand vous êtes hiérarchique et que d'un coup vous ne l'êtes plus, il y a vraiment un travail sur soi-même à faire. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Je vois les gens sur l'île, ils sont beaucoup plus heureux, qui sont calmes, qui sont zen. Et ça, c'est grâce justement à ce travail de fond. Je pense qu'on décuple la productivité des personnes dans un système comme celui-ci, évidemment. I knew that if I went to a minister in the beginning and said, we won't tell people when and where to work, they would go berserk. So I didn't. I just worked it out. And after 3-4 years, they said, hey, what have you been doing there? I said, sorry, we can't get back now. And then they saw the results, and the results were better than before. So they wanted to be in the picture, and we put them in the picture. It's kind of a double-edged sword, too, because when you're given all of the liberties and all of the trust to do your job and do it well, you better perform. Alors, maintenant, vous avez vu donc qu'il y a des salariés comme ça, donc ce n'est pas une utopie, c'est une réalité, y compris en Alsace, il y a une entreprise comme ça, qui s'appelle Servusecom, un Agno, certains parmi vous peut-être connaissent. Et ma question pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner tout de suite les chiffres en France. Quel est le pourcentage en moyenne en France des salariés qui sont comme ça, qui se lèvent chaque matin et disent tiens, super, vraiment, je suis tellement content d'aller au boulot. Puis il rentre chez lui, la première chose qu'il parle, c'est voilà, de la super journée qu'il a passée. Et puis il a hâte de se lever au lendemain pour répéter la même expérience. Et chaque jour, c'est comme ça. C'est quoi, vous pensez, le pourcentage des salariés en France comme ça, dans les entreprises? Combien? Moins de 1%. Vous êtes l'optimiste d'Alsace, madame? Elle dit moins de 1%. OK. Combien, monsieur? 5, vous dites? 25. Je ne dis pas penser à votre entreprise, hein, la moyenne. Vous maintenez 25%. OK. Alors, je vous montre. Donc, c'est le sondage Gallup hein, qui s'appelle Q12, que certaines entreprises utilisent à l'interne, et c'est 9%. Alors, encore il y a 2 ans, en France, c'était à 11%. L'Allemagne était aussi à 11%. Maintenant, ils sont à 13%. Sachez qu'en Europe, il y a, je crois, en 2012, Danemark à 20%. Dans le monde, je crois, le plus élevé, c'est 27%. Dans tous les cas, c'est une minorité des salariés qui sont dans cet état. Pourquoi les poules? Je les compare à des poules. Alors, les poules, vous savez, ils sont payés pour prendre des œufs blancs. On est d'accord? Et ça, ce sont des poules qui, de leur propre initiative, vont prendre chaque jour, aller là-bas et pondre un œuf en or. En plus, elle ne va pas demander de payer des primes et des choses comme ça. Donc, vous imaginez, certains nombre de collaborateurs ne sont pas contents parce qu'ils disent on va nous augmenter une norme. Vous ne riez pas, non? Bon. Alors, ça, c'est la première catégorie. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est les salariés désengagés. Alors, je vous épargne des longues définitions de Gallup. Il y en a un patron de PME qui m'a donné la définition la plus courte et dit ça, ce sont des gens qui viennent chaque jour pour partir. Là, vous riez déjà un petit peu. Hein. Donc, vous voyez où ça se passe, non? À côté de la pointeuse. Hein. On pointe et dit, oh là là, il y a encore 8-9 heures à passer. Ouh. Alors, on dit ça, c'est des gens qui, à la différence des poules, là, ils ne prennent pas l'initiative, ils ne mettent pas en place des idées, etc. C'est faux. Vous imaginez, il faut meubler 8-9 heures, quoi. Vous imaginez le nombre d'idées qu'ils ont. Alors, ils sont combien en France? Combien? Madame? La pessimiste d'Alsace? Hein? 25%. Il y en a 3 catégories en tout. Donc, les désengagés, ils sont combien? 9. Monsieur dit 9. Non, monsieur, il pense beaucoup. Je vois, il a une image très, très positive de la France. Je suis désolé, je vais vous décevoir. Ils sont 65%. Alors, pourquoi le cheval fatigué? Alors, en Allemagne, par exemple, je crois qu'ils sont 58. Hein, c'est quand même beaucoup. Hein. Les gens, globalement, qui vont au travail pour chercher un chèque.
Ils ne sont absolument pas engagés par rapport à cette entreprise-là. Ils peuvent le quitter du jour au lendemain. Et s'ils pouvaient ne pas aller, ils auraient été beaucoup plus heureux. Donc, pourquoi le cheval? Vous voyez vos chevaux fatigués, allongés. Donc, s'il y a du boulot, il faut aller le chercher. Il dit, il faut se lever, il y a du boulot, il va le faire. Dès qu'il peut, il s'allonge, il faut le chercher de nouveau. Et puis, à un moment donné, il dit, là, c'est des heures sup, on va négocier. Donc, ça, c'est 2 catégories. Il y a une 3e mystérieuse catégorie. Alors, il nous manque 26%. Quelle est cette mystérieuse catégorie? Ni sont engagés, ni sont désengagés. C'est qui ces gens-là? Hein? Il y a des gens peut-être qui disent qu'ils sont entre les deux, etc. Ce n'est pas la politique de l'entreprise. On prend sa position. Vous savez comment on les appelle ou non? Gallup les appelle activement désengagés. Alors, je vous donne cette fois-ci la définition de Gallup. Hein. C'est les salariés qui sont non seulement malheureux au travail, mais chaque jour, ils viennent pour démontrer leur malheur et leur façon de préférer de le faire, c'est de se prendre aux collaborateurs engagés. Donc, quand elle croise cette poule, vous voyez, il dit, c'est toi qui as pondu des œufs en or, là? Oh, bah oui, bah, je te bouffe. C'est pour ça les renards, hein, des renards, on les appelle des renards. Donc, vous voyez la situation. Alors, vous riez, hein? Vous voyez qu'il y en a un collaborateur sur 10 seulement qui vient au travail pour promouvoir la vision, l'objectif de l'entreprise? 1 sur 10. Et c'est 9 sur 10. Et je n'ai pas des réponses à vous donner, mais si vous partez avec quelques questions qu'avant vous n'êtes pas posées, je pense que c'est gagné déjà. C'est 9 sur 10. Est-ce qu'ils étaient comme ça le premier jour où vous les avez recrutés? Alors si certains hésitent, vous me passez les coordonnées de votre DRH, j'aimerais bien savoir comment on les recrute, quoi. Donc a priori, on recrute des gens qui sont motivés, enthousiastes. Deuxième question. Qu'est-ce qui leur arrive dans nos entreprises que quelques semaines, quelques mois après, cette fameuse poule hein, qui est prête à pondre des œufs en or, hein, qui dit « Monsieur, on pourrait économiser ça, on pourrait gagner des clients par là », tout d'un coup, commence à prendre du poids. Il y a des transformations génétiques non connues des prix Nobel qui s'opèrent, et il y a des plumes qui se transforment en poils, une gaine de poids, puis ça devient un cheval, une poule est prise, le nez s'allonge, ça devient un renard. Voilà la situation. Et cette situation-là est assez connue des dirigeants. En tout cas, ceux qui ne sont pas les PDG à la retraite. Ah, vous connaissez les PDG à la retraite, non? Il y en a beaucoup de PDG, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Robert Townsend. Quand il devient un PDG, il est à la retraite. En anglais, he retires to his office. Alors, ils sont dans leur bureau avec 3 secrétaires, avec une limousine avec un chauffeur, avec un ascenseur privé parfois. Hein. Comme ça, il ne va pas croiser un salarié. C'est dangereux. Donc, ceux qui vont sur le terrain et ceux qui parlent à des salariés, ils voient cet état de choses. On le voit ça sur le visage, on voit même dans l'obésité des gens qui est un des symptômes de la dépression chez les gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Avant, juste vous montrer ce qu'ils ont décidé de faire, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la similitude entre ces entreprises-là? Assez connues, 5. En quoi elles sont similaires? Dont une... il y a des Arcelor, c'est même connu en Alsace, hein, je crois, non? À Lorraine. En quoi elles sont similaires, ces entreprises? Citroën, Péchinet, non? Elles sont où, ces entreprises? Elles n'existent pas, n'existent plus, c'est fini. Il y en a certains qui pensent que Citroën existe. Non, non, Citroën n'existe plus depuis les années 30. Hein, c'est une marque qui existe. Est-ce que vous savez quel est le taux de survie? Après 10 ans, il n'y en a que 10% qui restent. Hein. C'est très dur quand on est une entreprise naissante. Il y a 1% qui survit. 1%. C'est très difficile. Je ne dis pas qu'ils sont performantes, hein, survivre. Et j'ai une deuxième question pour vous. Vous peut-être connaissez ça. Hein? Quelle est la différence avec cette entreprise-là? Alors, vous allez dire, elle a survécu. Alors, en réalité, c'est un peu paradoxal parce que cette entreprise, elle n'existe pas non plus. Hein. Apple Computer, ça n'existe plus, Apple Computer. C'est moi, quand j'étais jeune, au Roman Ferrari, on a acheté des ordinateurs. Aujourd'hui, c'est un objet de culte hein, religieux. Hein. Il y a des ordinateurs Apple, c'est vrai. Mais c'est une entreprise qui s'est réinventée. Et ils sont plus un fabricant d'ordinateurs, ils font un petit peu d'ordinateurs. Donc, ceux qui survivent 40 ans, ce n'est pas les mêmes entreprises. Hein. D'ailleurs, Nokia aussi, c'était une entreprise qui faisait du bois, je crois, etc. Après des téléphonie mobile. Là, ils n'ont pas survécu, en l'occurrence, l'avènement. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer dans l'entreprise, qui peuvent aider à
en réalité à éluder ce qui est un fin commune de la plupart d'entreprises, mais pour ça, il faut faire quelque chose à l'intérieur. Voilà, donc on va aller maintenant et on va regarder ce qu'ont fait ces dirigeants que j'ai rencontrés, parce que j'ai justement passé beaucoup de temps avec les dirigeants et des patrons qui ont décidé de faire quelque chose que moi j'appelle, ils ont décidé de ne plus être une entreprise fanatique. Vous connaissez la définition, non? Puis il y a Joseph Juran, le pape de qualité totale, il a dit une entreprise fanatique, c'est une entreprise qui essaye chaque jour de faire la même chose et espère un résultat différent. Donc ils ont dit on va arrêter de le faire et ils ont décidé de transformer, ils ont regardé où est le cœur du problème, et le cœur du problème effectivement c'est ces visages apathiques, ces gens-là qui on prend pour des robots et qu'on ne mobilise pas, une phrase un petit peu à la mode, l'intelligence collective. En tout cas, ce que chez chaque personne est le plus cher et le plus unique, c'est sa capacité de réfléchir, d'apporter des problèmes. Et ce n'est pas la faute de ces gens-là. Ils en ont plein d'idées. C'est la faute de la manière dont l'entreprise est organisée. Et donc, ils ont décidé de le changer. Et quand je dis changer, transformer, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une décision de gouvernement, etc., etc. C'est un long chemin de transformation. Christine a évoqué ça, que je compare à cette montagne. Alors, quand je suis dans les régions montagneuses, tout de suite, le débat s'engage, c'est où la montagne? Mais bon, vous n'êtes pas à Grenoble, et heureusement d'ailleurs, parce que là-bas, ça ne circule plus. C'est en Suisse, hein, la montagne. Donc, on quitte la France, on va en Suisse, et ils ont escaladé tout ça. Et donc, cette plaine-là, vous voyez, où il y a plein de chevaux allongés, il y a des renards qui courent un petit peu, il y en a quelques poules, mais pas très longtemps. On va le quitter et on va escalader. Alors, le chemin, parmi les entreprises que j'ai étudiées, une cinquantaine, pour une PME, la plus courte que j'ai vue, c'est 3 ans, avant que cette entreprise-là fonctionne sur les bases complètement, pas un peu, hein, mais complètement différentes de l'entreprise traditionnelle. Et Harley Davidson, vous avez vu le PDG, l'ancien PDG, Rich Teerlink, 10 ans, avec les syndicats très durs, dont on pense qu'en France, les syndicats sont durs. C'est ceux qui n'ont pas vécu aux États-Unis, ceux qui n'ont pas vu United Auto Workers, dans les États où les armes sont en vente libre. Hein. Vous n'avez pas l'intérêt à amener avec un hélicoptère, s'il y a un piquet de grève, des pièces de rechange, hein, ça tire. Donc, ça a pris 10 ans. Maintenant, il y a en France un cas d'ailleurs d'entreprise qui a fait ça en 8 mois, mais ça, c'est très, très récent. Mais normalement, c'est un chemin très long, hasardeux d'ailleurs, il y en a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire. Et mon objectif était d'étudier et de parler avec tous ces patrons de différents secteurs, différentes tailles, différents pays, etc. et extraire quelque chose qui est commun et qui est basé justement, Christine a insisté beaucoup sur mon diplôme de psychologue, ça fait rêver, c'est Sigmund Freud, etc. Mais bon, je ne suis pas un psy d'entreprise. J'ai aussi des diplômes encore plus importants en gestion, mais Christine n'a pas parlé parce que, bon, je ne sais pas, les femmes sont impressionnées par la psychologie, vous voyez. Ok, alors, donc, effectivement, j'ai structuré ça autour des besoins psychologiques de l'être humain. Et vous allez voir pourquoi. Et je vous invite donc à faire ce voyage avec moi. Donc, je ne veux pas seulement vous parler un petit peu comment ces entreprises fonctionnent, ça c'est moins intéressant, mais surtout comment on les construit. Parce qu'on peut regarder, vous voyez les matchs de Barcelone. Désolé pour les femmes, hein, ils en ont marre de football, mais les matchs de Barcelone tout le temps en boucle, parce que vous avez décidé d'acheter un club de Strasbourg. Hein. Un club de Strasbourg est à vendre, je pense, hein, dernières années. Et vous dites, on va jouer Champions League chaque année et on va jouer comme Barcelone. Ben, si vous passez en boucle les films de Barcelone, ça vous donne quelque chose, une idée, comment on construit un club comme Barcelone? L'objectif, c'est connaître comment on peut prendre un club qui joue au foot. Et les entreprises, bah, ils sont, voilà, et ça fonctionne quoi. Hein, ils n'ont pas déposé encore leur bilan. Et faire de ça des entreprises qui fonctionnent comme Barcelone, c'est-à-dire jouer presque chaque année parmi les meilleurs dans votre secteur. Donc, c'est des entreprises que j'ai étudiées, elles sont toutes comme ça. Voilà, donc on y va. Et je vais vous montrer ce qu'ils ont décidé de faire. Alors, vous vous rappelez, ils ont décidé d'arrêter d'être les entreprises fanatiques, c'est-à-dire bah, essayer de... Vous voyez, quand vous avez des gens démotivés, qu'est-ce que font toutes les entreprises quand on a des gens démotivés? Ben, on essaie de les motiver, quoi. Et ça marche. Ben, ces chiffres-là, je vous ai montrés, ils sont les mêmes. Hein. En Allemagne, j'ai regardé sur 15 dernières années, ça oscille entre 11 et 16, et c'est comme ça tout le temps. Et ça ne bouge pas. Donc, on essaie de motiver, mais ça ne marche pas. Donc, ils ont arrêté d'être fanatiques, ils ont dit, on va faire comme des jardiniers. Si vous avez des fleurs comme ça, vous voyez, complètement démotivées dans votre jardin, et elles ne veulent pas pousser, quoi. Donc, vous faites quoi en tant que jardinier?
Vous essayez de la voir, essayez de la motiver. Disons, si tu lèves ta tête, je vais te donner un nouveau modèle iPhone, ou un bureau plus grand, une promotion peut-être l'année prochaine. Est-ce qu'un jardinier, il parle aux fleurs? Il y en a certains qui s'amusent, hein, mais bon, les voisins le regardent un peu comme... Bon. Mais globalement, un jardinier se dit quoi? Pourquoi cette fleur est dans cet état? Il a un CV, la fleur, n'est-ce pas? On a regardé, il y a une photo. D'ailleurs, parfois, chez la voisine, la même fleur est magnifique, quoi. Donc, on arrête le débat. Qu'est-ce que se dit le jardinier? Pourquoi elle est dans cet état? Bah, il manque quelque chose, madame. Il dit ça très, très bien. Ça, c'est une vraie conscience écologique, philosophique. Il y en a, les hommes disent il faut jeter de l'eau tout de suite. Ils sont pratiques. Hein. Bon, pour les tulipes, ce n'est pas une bonne idée en l'occurrence, mais on sait, un bon jardinier, il sait que les êtres vivants, hein, les plantes, les arbres fruitiers par exemple, ici, ce n'est pas les mirabelles, c'est les quetches. Hein. C'est un truc à ne pas faire, quoi. Donc, voilà. Donc, ici, ce n'est pas au niveau. Donc, il y en a trois choses. Hein. Il y a de l'eau, de la lumière et des minéraux. Hein, je simplifie. Et c'est toujours une combinaison optimale. Ce n'est pas toujours plus. Avec les carottes avec lesquelles on essaie de motiver les gens, qui est de la manipulation en réalité, c'est toujours plus grosse la carotte. Hein. Ici, c'est optimal. Et donc, vous mettez un courant un petit peu moins d'eau et puis, hop, et les fleurs sont en potentiel. Donc, l'idée derrière, et ça vient de la philosophie chinoise d'il y a encore 2000 ans, de ces patrons-là, c'est que, par analogie, hein, les êtres humains, c'est pareil. On a aussi des besoins. On a des besoins psychologiques. Si ces besoins sont, plutôt que d'être ignorés, sont satisfaits, l'être humain, il sera à son potentiel. Et non seulement engagé, mais aussi, vous allez voir, heureux dans sa vie professionnelle. Et voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, alors, moi, je peux m'arrêter ici parce que j'ai écrit un livre, quoi. On peut l'acheter. Voilà. Non. Bon. Et il a gagné un prix la semaine dernière du meilleur ouvrage de l'année. Donner les éléments essentiels. Donc, je vous amène vers le premier besoin de l'être humain. Et là, c'est basé sur les recherches de DCRIN, qui sont un centre de recherche à l'Université de Rochester, le plus avancé sur ce qu'on appelle parfois motivation intrinsèque ou automotivation. Les êtres humains ont un besoin d'égalité intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Un être humain ne veut pas être traité mieux que les autres, mais surtout ne pas être traité comme un être inférieur. Ça veut dire, dans le langage commun, être traité avec le respect, avec la considération, avec la confiance, avec la bienveillance, voire avec l'amour. J'ai rencontré des entreprises où ils n'ont pas peur du mot et ils disent on aime nos salariés. Alors je vous amène vers la première entreprise comme ça et qui effectivement se développait autour de ça. Et vous avez vu sur l'image cette patronne finlandaise avec un chien et c'est effectivement, elle vient avec son petit chien dans l'entreprise et c'est un chien qui devrait avoir un salaire. Mais c'est interdit par le code de travail. Hein. Mais il a un rôle très important. Il est dressé, quand elle parle plus de 15 minutes, il commence à aboyer. Elle dit, ça suffit. C'est vrai, hein? C'est une vraie histoire. OK, it's a true story. Donc, l'entreprise Sol, hein, ça s'appelle SOL en Finlande, et quand elle a hérité ça de son père, un peu paternaliste, avec une centaine de personnes, elle s'est dit, je veux créer une entreprise dans laquelle les gens non seulement respectés, et traiter avec considération, qu'on lui fasse confiance, je veux aussi qu'elle soit fière. La plupart des salariés sont des femmes. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi l'entreprise qui n'a que des femmes en Finlande? Les femmes de ménage. Bravo! Bravo. Pourquoi la fierté? Parce qu'ils disent que c'est un des travails le plus dévalorisant de la société. Nettoyer des bureaux, des toilettes. Je veux créer des conditions pour qu'elles soient fières. Et voilà, donc, on demande parfois à moi quelle est la première étape. La première étape, c'est que le PDG renonce à prendre des décisions. Il y en a un Belge qui a écrit la semaine dernière dans une revue que j'ai lue, ça veut dire qu'il doit se commettre un suicide, quoi. Voilà, donc il a décidé ça. Il a dit, je ne vais jamais prendre une décision dans la permettre de responsabilité de mon collaborateur. Seule décision qui revient à moi. Et donc, elle a dû trouver un siège pour son entreprise. Elle en a trouvé et tout de suite, elle a commencé à réfléchir comment elle peut aménager cet espace, comment elle peut effectivement mettre les bureaux, etc. Et là, elle se pense et dit, mais pourquoi c'est toi qui décides tout ça? C'est quoi l'aménagement de l'espace? Les bureaux par ici, les ordinateurs par là, etc. C'est des moyens de travail des gens. Pourquoi tu décides pour eux?
Donc, leur première journée de travail, ils ont loué quelques salles de séminaire dans un petit hôtel avec toutes ces femmes de ménage. Et ils ont passé une journée à faire de brainstorming et ils ont proposé plus de 1000 idées qui étaient mises après en musique. Et ça donne des bureaux comme ça. Vous avez vu des photos, c'est quand même des bureaux super. Ça ressemble à Google, avec la seule différence que chez Google, on n'a pas demandé des salariés ce qu'ils veulent. On leur montre, ils doivent dire waouh. S'ils ne disent pas waouh, ils deviennent ex-Googler. Bon, c'est notre sujet. Alors, donc, ça c'est, je vois un petit peu commente ce qui se passe ici. Donc, par exemple, ils ont dit, entre autres choses, on a une super, ils ont visité juste avant, ils ont dit, on a super, c'est un ancien studio de cinéma, une grande salle comme ça, encore plus grande. Ils disent, on va garder tout ça, c'est ouvert, on ne va pas faire des cloisons. Elle dit, ah bon, pourquoi vous ne voulez pas? Elle dit, cloison, on aime bien voir qui est là pour se lever, aller voir, parler à la personne, plutôt que, voilà, les cloisons, ça empêche la communication, comment s'envoyer des mails avec des copies à 5 personnes, non, on ne va pas le faire. Bon, très bien, d'accord. Elle dit, mais on veut quelque chose de plus, on ne veut pas avoir des bureaux fixes. Alors, mais ça, c'est pourquoi ça? Ah ça, c'est autre chose, c'est parce qu'on a des amis ici. Ah bon, mais pourquoi alors? Comme ça, on peut s'asseoir à côté d'un ami. Et passer une journée, si on a des enfants de bas âge, ou on veut parler de matchs de hockey sur glace en Finlande, d'hier, etc. Bon, très bien, on va faire comme ça. Donc, vous voyez qu'à la fin de la journée, et le bureau est complètement nettoyé. Ils laissent leurs affaires dans les cabanes ici, vous voyez. Ici, là, le matin, quand elle vient, il va chercher le journal. Ils ne vont pas travailler tout de suite, c'est pas fan. On va prendre le journal, on va aller venir ici, on va boire un café, voilà, discuter un petit peu, et après ils vont s'installer là où il y a de la place. Alors moi j'étais là-haut avec la patronne, c'est la première 5 minutes de la visite, avec Lisa Jornen que vous avez vu. Elle sourit comme ça, vous avez vu son sourire, et puis il dit, je dois vous raconter une histoire amusante. Il dit, à l'époque j'avais 3 enfants de l'âge scolaire, et c'est moi qui les amenais dans les écoles, et parfois il y avait des problèmes de trafic, donc j'arrivais un petit peu avant 10 heures. Il dit, je viens. Donc par là-bas, à l'entrée, je regarde, je cherche, et puis il n'y a pas de place pour moi pour m'asseoir. Moi, professeur de management, j'ai failli tomber du balcon, quoi. Le PDG, propriétaire de l'entreprise à 100%, vous n'avez pas de bureau? Elle dit non, monsieur. Chez nous, c'est égalité à 35. Un bureau, c'est un privilège. Si moi j'ai un bureau, tout le monde a le droit au bureau. Non, je n'ai pas de bureau. Oula. D'ailleurs, quand j'interviens devant les entreprises, il y en a pas mal des gens aussi dans le comité de direction, ils sortent leur Nintendo parce que ça ne les intéresse plus, quoi, le sujet. OK. Donc, pour les rassurer, je dis qu'il y a une entreprise à Dallas où le PDG qui a organisé l'entreprise de la même façon, non seulement il n'a pas vraiment un bureau, une sorte de hangar comme ça ouvert, mais il a un corporate jet. Waouh. Alors là, ils rangent leur Nintendo. Ça les intéresse. Là, raconte-moi comment c'est corporate jet. Voilà. Mais effectivement, il a un corporate jet, mais tous les vols sont sur l'intranet. Il a expliqué pourquoi il l'a acheté d'ailleurs, parce que c'est une boîte de com. Ils sont à Dallas et les clients sont côte est ou côte ouest. Donc il dit plutôt que perdre 24 heures, je fais une demi-journée, les rendez-vous avec des grands clients. Mais en même temps, tous les vols sont sur intranet. N'importe quel collaborateur qui doit se déplacer, il juste regarde s'il y a de la place, il clique, il se présente dans le centre. C'est un corporate jet. Ce n'est pas son avion privé. Donc, la manière dont c'est articulé cette égalité intrinsèque, Finlande, un pays très égalitaire, la Scandinavie aussi, donc ce sera de manière quasiment littérale, et dans d'autres pays, c'est perçu un petit peu différemment. En tout cas, pour me rassurer, il dit, Monsieur Gates, mais il ne faut pas s'inquiéter, vous avez l'air très très inquiet, mais là, elle me rassure, attention, elle dit, mais moi, en tant que PDG, je ne sers pas à grand-chose. Là, j'ai carrément tombé du balcon, quoi. Là, elle n'a pas de bureau et elle ne sert pas à grand-chose, quoi. Bon. Alors, elle voit mon désarroi et dit, bon, je vais vous expliquer, Monsieur Gates. Alors, vous avez étudié l'économie? Je dis, oui, j'ai étudié. Dites-moi, qui produit la valeur économique de l'entreprise, la fameuse valeur ajoutée? Je gratte ma tête, je dis, là, je me rappelle ça. Je dis, ça, c'est des gens qui produisent, les gens qui servent, les gens qui vendent, quoi, les gens de première ligne, quoi. On est entièrement d'accord, Monsieur Gates, entièrement d'accord. Et dites-moi, ces gens-là ici au siège, c'est quoi économiquement parlant? Je dis ça, je sais aussi ça, c'est un coût. On est entièrement d'accord, Monsieur Gates. D'ailleurs, chaque fois quand je viens, je le dis, moins vous êtes là et mieux on se porte. Il faut être chez le client. C'est Finlande, on ne mâche pas les mots, quoi. Je dis, est-ce que je peux le défendre?
Oui, allez-y. Donc je dis, ça peut être aussi autre chose. Je dis, à condition que, c'est des fonctions de support, hein, comptabilité, hein, qu'ils fournissent un support à des gens qui fabriquent la valeur économique pour que ces gens puissent fabriquer encore plus grande valeur économique. Dans ce cas, le coût devient un investissement. On est entièrement d'accord, M. Goetz. Défense acceptée.